Alors, ce qu'on peut observer ici sur cette animation, c'est que un point parcourant le cercle trigonométrique, représenté ici à gauche, dans le sens trigonométrique direct, c'est-à-dire dans le sens des angles croissants, euh, a un cosinus et un sinus, une abscisse et une ordonnée qui vont avoir cette forme oscillante. Euh, Lorsque le point, donc vous voyez ici, l'abscisse est représenté par le point rouge, on voit que là, lorsque l'angle augmente, l'abscisse d'abord diminue vers -1, puis à nouveau réaugmente 0, puis jusqu'à 1, et à nouveau diminue vers 0, vers -1, et à nouveau 0 et 1. Et donc on sait que l'abscisse du point bleu, là, c'est le cosinus de l'angle alpha. Et donc on a ici, du coup, vous regardez à droite, la courbe rouge, qui donne bien donc le cosinus de l'angle alpha, lorsque alpha prend des valeurs croissantes, de plus en plus grandes. Ici entre 0 et 2π. Je rappelle que 2π, c'est l'angle qui correspond à un tour complet sur le cercle trigonométrique, de rayon 1 bien sûr. Donc pour l'ordonnée du point bleu, c'est-à-dire le sinus de l'angle alpha, eh bien, lorsque ici l'angle augmente, là le sinus vaut -1, puis il augmente jusqu'à 0, il augmente encore jusqu'à 1, et le sinus commence à redescendre vers 0, puis vers -1, c'est le point vert, puis 0, puis 1, et vous voyez que lorsque l'angle alpha augmente en permanence, il y a cette oscillation également du sinus qui donne donc la courbe verte que vous voyez à droite. Alors, intéressons-nous donc aux fonctions cosinus et sinus. Tout d'abord, donc la fonction cosinus, c'est la fonction qui, à tout nombre réel x, associe son cosinus. Alors, dans un repère ici orthogonal, on va placer, donc pas la peine d'aller beaucoup plus loin que -1 et 1 sur l'axe des ordonnées, puisqu'on sait que le cosinus d'un nombre réel est toujours un nombre compris entre -1 et 1. Et sur l'axe des abscisses, eh bien, l'idéal c'est de graduer l'axe selon les valeurs intéressantes du cercle trigonométrique. Ici donc pi sur 2, pi, etc. Pour voir les points intéressants des courbes représentatives. Donc ici pour la fonction cosinus, eh bien voilà une partie de sa représentation graphique. On voit que on retrouve les valeurs connues, cosinus pi sur 2 égale 0, cosinus 0 égale 1, cosinus pi égale -1, etc. Cosinus moins pi égale -1, etc. Alors, les variations de cette fonction, alors bien sûr, ça ne fait que alterner entre croissant et décroissant, mais on sent que le motif se répète, et donc on va s'intéresser uniquement au tableau de variation sur l'intervalle -pi, pi. Ici donc, comme on vient de le voir hein, graphiquement, la fonction cosinus donc, est croissante sur l'intervalle -pi 0, elle est croissante de -pi 0 vers -1, 1, et elle s'annule en -pi sur 2. Et puis ensuite elle est décroissante sur l'intervalle 0π dans l'intervalle 1, -1, et elle s'annule en pi sur 2. Alors, pour tout nombre réel x, le cosinus de l'opposé de x, c'est le cosinus de x. La fonction cosinus est paire, c'est-à-dire que qu'on prenne un nombre ou son opposé, le cosinus sera le même. Alors c'est assez visible lorsqu'on trace un cercle trigonométrique, puisque le cosinus correspond à l'abscisse d'un point sur le cercle trigonométrique. Lorsqu'on prend l'angle opposé, on a le point qui est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, et donc par symétrie, l'abscisse est la même, et donc le cosinus de l'angle également.
Donc la courbe représentative de la fonction cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà donc ce dont je vous parlais. Lorsqu'on prend un nombre réel x, donc on fait correspondre à ce nombre le point M du cercle trigonométrique. Le cosinus de x, c'est l'abscisse du point M. Le cosinus de moins x, c'est l'abscisse du point N obtenu par symétrie par rapport à l'axe OI. Et ici, donc, le cosinus de x et le cosinus de moins x sont les mêmes. La fonction cos est paire. Alors la fonction cosinus, c'est également une fonction périodique de période 2π. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la fonction est périodique de période 2π? Ça veut dire que quand vous ajoutez 2π, ou quand vous ajoutez 2 fois 2π, quand vous ajoutez 5 fois 2π, quand vous ajoutez moins 8 fois 2π, c'est-à-dire quand vous retirez 8 fois 2π, à un nombre réel, le cosinus du nombre obtenu est le cosinus du nombre réel pris au départ. Alors effectivement, le fait d'ajouter 2π ou un certain nombre de fois 2π fait qu'on arrive au même point du cercle trigonométrique et que donc le cosinus est inchangé. Alors, il faut bien sûr que k soit un nombre entier relatif, donc positif ou négatif. La courbe représentative de la fonction cosinus est invariante donc par translation de vecteur 2π fois le vecteur OI, où O et I sont les points de coordonnées respectifs 0, 0 et 1, 0. C'est-à-dire que par périodicité de la fonction cosinus, eh bien, lorsque vous faites glisser cette courbe de 2π vers la droite, vous obtenez exactement la même courbe. Alors, pour la fonction sinus, eh bien, il y a quelques nuances, mais le raisonnement est assez semblable. Dans le repère, alors on sait que le sinus du nombre 0, c'est 0, que le sinus de pi sur 2, c'est 1, etc. Et donc on obtient cette courbe, donc dans le même repère que tout à l'heure, qui est la courbe de la fonction sinus. Donc cette fonction, on peut étudier ses variations sur l'intervalle moins pi, pi, puisque évidemment elle sera également 2π périodique. Donc sur l'intervalle moins pi, pi, elle est d'abord décroissante entre moins pi et moins pi sur 2. Et puis ensuite croissante de moins pi sur 2 vers moins 1, 1. Et enfin décroissante de moins pi sur 2 pi à 1, 0. La fonction sinus, elle est impaire. Si vous prenez l'opposé d'un nombre réel, alors le sinus de ce nombre est l'opposé du sinus du nombre pris au départ. Et donc il y a une symétrie par rapport à l'origine du repère, comme on l'avait rappelé dans l'autre leçon dans l'autre partie de la leçon sur les fonctions impaires. Alors, comment on visualise ça? Eh bien, lorsqu'on prend un nombre réel x, on lui fait correspondre un point M sur le cercle trigonométrique. Le sinus du nombre x, c'est l'ordonnée du point M. Et puis, lorsqu'on prend le nombre moins x, on lui fait correspondre le nombre n, qui est symétrique du point M par rapport à l'axe OI. Et le sinus du nombre moins x, c'est l'ordonnée du point n. Et évidemment, c'est l'opposé donc du sinus de x. Sinus de moins x, c'est le moins sinus x. La fonction sinus est également 2π périodique, c'est-à-dire que par donc un ajout d'un certain nombre de fois 2π, on ne change rien au sinus d'un nombre. Et la courbe représentative, elle est également invariante par translation de vecteur 2π fois le vecteur OI. Pour les mêmes raisons, pour la raison qu'on vient d'évoquer, et pour les mêmes raisons que pour la fonction cosinus. Alors, au final, les courbes de cosinus et de sinus sont décalées, entre guillemets, de pi sur 2.
Cela nous donne que lorsque vous faites le cosinus de pi sur 2 moins x, vous obtenez le sinus de x. Et lorsque vous faites le sinus de pi sur 2 moins x, vous obtenez le cosinus de x.